bonjour, merci à toutes et à tous d'être présentes. Donc comme Gigé l'a dit, la collective Féministe Toi-même s'est vu offrir un peu une carte blanche au sein du festival Africa is in the Future. Et donc Féministe Toi-même, c'est un mini salon des militances créatives et joyeuses et inventives et tout ça et tout ça. Et on vous donne rendez-vous le 11 et le 13 novembre à la Maison du Livre et ici à Point Culture. Donc dans un petit mois. On espère vous y voir. Comme ça, j'ai fait la petite promo du festival. Ça, c'est fait. Et donc, merci Dani de nous avoir offert la belle opportunité de pouvoir donner la parole à 3 femmes qui sont incroyablement inspirantes, qui mènent des actions dans leur quartier qui sont d'une importance incroyable, je pense, aujourd'hui dans le monde dans lequel on est. Et donc, on a Jia Brassard, ici, là, tout au bout, Thérèse Basse à ma droite et Nakissi Savané. Et en fait, je vais chacune vous laisser un moment pour vous présenter ce qui vous porte, vos luttes, vos combats et ce que vous faites un peu dans votre vie et ce pourquoi on vous a invité ici. Je ne sais pas qui souhaite commencer. Tiens, Jia, en fait. Bonjour à toutes et tous. C'est un honneur et je suis très contente d'être à côté de ces grandes dames, Nakissi Savané et Thérèse Basse, que j'ai rencontrées cet été à Belzins, par hasard, rue du Baignoire. C'était après Avignon. Je me promenais pour chercher des fruits mûrs. Donc je me suis dit, j'allais dans le quartier là où les gens ont du goût pour les bons fruits, et je suis tombée dans cette petite ruelle, rue du Baignoire, où il y avait un petit concert, il y avait une activité citoyenne militante, et je suis restée debout avec mes sacs quelques bonnes demi-heures. Et à un certain moment, Thérèse Basse m'a invité de m'asseoir, m'a présenté Nakissi, m'a présenté aussi leur association, qui est l'association des commerçants et artisans de Belzins, et leur combat pour les territoires de relégation sociale et comment inclure le savoir-faire des artisans, des commerçants, comment lutter aussi contre les violences, aussi contre l'insécurité due aux dealers et à cette précarité, cette violence. Thérèse et Nakissi en parleront mieux. Et en fait, comme il y a un an, avec le Covid, j'ai ouvert une première boutique avec ma collègue Vanessa Ngoga dans les Marolles, qui pour moi représente, dans une échelle plus petite, ce que vit, à sa façon, Belzins, le quartier qui est situé entre la gare de Marseille et le Vieux-Port, avec évidemment tout ce savoir-faire, cette immigration mélangée, mêlée, cette électricité aussi dans l'air qu'on peut retrouver, la manière dont la mairie et les autorités gèrent les quartiers, le ramassage des poubelles, l'insécurité, comment on fabrique aussi l'altérité, comment on maintient et on confisque ces territoires aux personnes et comment on les dévalue perpétuellement. Et alors en discutant, je me suis dit tiens, ce serait bien de faire un jumelage entre les Marolles et Belzins, un jumelage informel, évidemment éviter que ce soit récupéré par les institutions dans l'intérêt de leur agenda politique. Et je suis revenue une semaine après à Marseille et on a réussi à se voir au pied de la gare avec Luce Goutel qui était là pour faire une mini-interview et essayer de trouver un moyen de les faire venir ici pour mettre en valeur en tout cas ce qu'elles font à Belzins et aussi mettre en valeur ce qu'elles font pour les femmes, pour les citoyens et citoyennes de Marseille, mais aussi, comme Nakissi, ce qu'elle fait avec son festival, le Festilac, pour la journée du matrimoine, elles en parleront mieux. Donc, pour revenir à moi, parce que je ne suis pas modératrice, je me suis perdue. Non, donc moi, je suis donc journaliste, militant décolonial féministe. J'ai créé Café Congo il y a 3 ans, qui est pour moi un tiers-lieu dédié aux résistances, aux solidarités et aux créations artistiques pluridisciplinaires, avec une attention de bienveillance, évidemment, à la communauté LGBTQ, queer, au féminisme et puis aussi un lieu de refuge pour des visions très verticales, très en dernière minute pour créer, pour se coaguler dans nos luttes, mais aussi dans ce qui est difficile dans nos luttes, c'est parfois nos divisions, parfois nos surmenages, parfois nos burn-out, surtout aussi nos précarités financières et autres. Et ça fait 3 ans que j'ai créé et que on a des chouettes résidences qui se créent, des chouettes artistes qui sont là,
avec voilà en 2021 cette vision de se dire on est un peu à bout de souffle parce que le Covid est passé par là. Comment on va faire pour s'en sortir? Et donc l'idée c'était d'ouvrir une première boutique dans les Marolles, MG boutique, Malaika Ginger. Donc ma collègue elle produit son propre café du Burundi, un 100% arabica, et moi je produis gingembre, et se dire voilà ça va devenir une boutique de première nécessité, donc on pourra rester ouvert, et avec l'argent généré on va pouvoir réinjecter dans Café Congo pour voilà, parce qu'il y a une nécessité, une urgence et une importance à garder ces tiers-lieux non subsidiés pour voilà, c'est un peu des poches de résistance et aussi des poches où on fait la fête, où on échange, où on honore les déesses et les dieux pour danser, pour mettre à l'honneur les artistes qui ont besoin de ces refuges 24 heures sur 24. Et voilà, donc ça, le défi a bien marché, et grâce à ça, puisque je suis devenue maintenant commerçante et plus militante, enfin la militance est toujours là, mais c'est pas vraiment un métier reconnu ou officiel, elle est là en filigrane, c'est un art de vivre. Mais comme je suis devenue commerçante, j'ai eu des responsabilités qui m'ont fait interpeller quand je les ai rencontrées, quand voilà, être commerçant, c'est pas juste être commerçant, c'est avoir une responsabilité, mais c'est avoir aussi une responsabilité par rapport à l'entourage, aux voisins, et les Marolles étant un quartier, je dirais, voilà, qui a toujours été dédié aux solidarités, mais aussi aux luttes et aux précarités, avec une importance pour le social, etc. Je me suis dit comment éviter une gentrification, comment faire pour s'inscrire dans une démarche commerciale, commerçante, tout en incluant, ou en tout cas en mettant en valeur, voilà, le voisinage, avec tout ce qu'ils ont d'historicité, de lutte, de présence et d'apport à offrir. Et c'est comme ça qu'on est ici aujourd'hui, toutes ensemble. Et voilà, je suis très très contente. Bonjour, donc je suis Thérèse Basse. Se présenter a toujours été un exercice vraiment très compliqué pour moi, parce que en règle générale, je n'aime pas me présenter. Voilà. Donc bonjour, merci, au revoir. Non, j'ai un parcours qui est pluriel. Souvent j'aime à raconter que j'ai eu différentes vies, et quand on me demande ce que je fais, je retrace en fonction de l'une des vies que j'ai eues, ou dans le temps présent, ou dans d'autres vies, parce que tout simplement j'ai un parcours où j'aime à me définir comme une autodidacte, même si en fonction de ce que j'ai fait dans la vie, j'ai passé ensuite les diplômes qu'il fallait, parce que on est dans un monde où si l'on n'a pas de diplôme, on a du mal à être on a besoin de vous formater, donc il faut avoir un diplôme pour pouvoir se faire entendre. Donc pour faire plaisir, à un moment donné, je passe le diplôme, et puis c'est bon, comme ça les choses sont réglées et je peux avancer tranquillement professionnellement. Mais en fait, moi, ma vie, elle a toujours été tendue plutôt par une harmonie, parce que, comme j'explique, parfois, c'est que à l'âge de 15 ans, j'avais déjà fait une introspection, et je savais où je voulais aller et quel était mon but. Donc c'est pour ça que je ne pouvais pas faire un parcours qui soit commun à ce que l'on peut attendre d'une jeune fille de 15 ans, faire des études après, etc., rester dans un système normé. Donc c'était pas possible. C'est pour ça que j'ai fait autrement, en sachant quel était mon but et en voulant toujours rester dans ce qui tend ma vie, l'harmonie personnelle, l'équilibre personnel, et pour aller vers ce vers quoi je voulais aller et que j'ai construit au fur et à mesure. Donc dans mes plusieurs vies que j'ai eues, j'ai traversé quasiment tous les secteurs, du secteur associatif à l'économique, puisque aujourd'hui je suis spécialisée je suis consultante, je fais de l'ingénierie de projet, je suis spécialisée en management des organisations. Voilà, donc ça c'est ma vie d'aujourd'hui, mais dans d'autres vies, j'ai laissé, par exemple, pour
pour rentrer dans ce qui est moi, j'ai commencé par l'entreprise et j'ai fait une bifurcation en 91 pour créer un centre de loisirs pour enfants en difficulté. En fait, je suis allée récupérer tous les enfants que l'on disait perdus dans le système scolaire et que l'école estimait qu'ils ne feraient jamais rien. Et donc j'ai fait des partenariats avec les établissements scolaires pour justement travailler avec ces enfants-là et montrer que bon voilà la valeur qu'ils avaient et que voilà ils méritaient qu'on les accompagne. J'ai ensuite fait aussi un parcours dans le monde de la culture, mais toujours en restant dans ce champ qui est de travailler sur apporter à sa petite échelle, hein, avec bien entendu beaucoup de modestie, le combat pour les valeurs que l'on porte. Et j'ai traversé donc ce monde parce que j'ai quand même un petit âge, donc j'ai traversé mes différentes vies en travaillant, en créant aussi par exemple une structure qui était sur le dialogue interculturel et où j'ai créé le Festival des Arts Noirs et des Cultures Autochtones. J'ai créé une biennale pour les jeunes créateurs de l'Afrique subsaharienne. J'ai organisé les rencontres du sacré hors du temps des livres parce que c'était justement pour sortir des livres que nous connaissons tous, mais pour revenir dans les archétypes et se réfléchir par rapport justement à ce que nous étions et ce que nous avons oublié de ce que nous étions et où aujourd'hui on est dans une société où l'on parlait du développement durable parce que c'était le mot à la mode au départ, mais on avait oublié que l'homme savait au départ que c'est une petite poussière, que l'homme savait au départ que la nature c'était essentiel, il savait que l'air était essentiel, il n'avait pas excusez-moi, petite poussière. Ça, c'est peut-être pour me dire, Thérèse, tu parles beaucoup. Donc, voilà, donc j'ai créé ces temps-là. Disons que j'ai toujours fait en fonction de ce vers quoi mon but était défini. Donc, pour certains, ça peut paraître dans une société très normée, ça peut paraître, on peut se dire, oh là là, elle est partie dans tous les sens, mais moi, j'ai toujours su où j'allais. Donc, voilà, ça c'est l'essentiel. Voilà, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie et en restant quand même toujours sur le centre. Ce qui m'anime, ce pourquoi j'ai envie d'agir en ce monde. Et ça, c'est ce qui m'a toujours guidée, c'est ce qui fait aussi peut-être qu'on se retrouve aujourd'hui. Et pour moi, c'est vraiment le plus important que de décrire un parcours, autre chose, c'est vraiment de dire que voilà, moi, ce que j'ai fait, ça a été en fonction de ce but qu'à 15 ans, j'ai réfléchi sur ce qu'allait être ma vie. J'ai su ce qu'allait être ma vie et à partir de ça, j'ai construit un parcours qui correspondait à ce cheminement que je voulais avoir et qui a traversé différents secteurs, que ce soit l'associatif, l'entreprise à haute échelle aussi. Mais voilà, donc, mais ce que j'ai fait a toujours correspondu à cette envie, à cette envie de faire pour l'humain et en gardant au cœur donc cet enjeu donc d'humanité. Et te remercier au nom de la collective Féministe Toi-même et devant tout le monde d'être présente aujourd'hui parce que Naki m'a dit quand je suis allée la chercher tout à l'heure que il y avait une militante féministe historique de Marseille qui était récemment décédée, dont c'était les funérailles aujourd'hui. Et Naki ayant l'engagement vis-à-vis de Point Culture, vis-à-vis de nous, vis-à-vis de celles qui sont présentes ici, d'être là. Je voulais vraiment sincèrement te remercier de ta présence. Merci à vous. Et en mémoire de notre copine Marie-Paul Grossetête, qui est responsable de l'association Oser le féministe, j'aimerais qu'on applaudisse très fort pour elle.
Merci beaucoup. Donc, moi, je suis Nakissi Savané. Je suis comédienne, tête d'affiche du cinéma africain et activiste féministe. Alors, donc, moi, je suis venue comment par là, enfin, dans l'art. Qu'est-ce qui m'a motivée à faire de l'art? C'est qu'avant tout, je voulais mener un combat. Toute jeune, j'ai vu autour de moi que il y avait quand même une différence entre les femmes et les hommes. Ça, très rapidement, t'as pas besoin d'aller à l'école pour voir ça. Je suis pas née dans une ville, moi je suis née dans un village. Je voyais que tôt le matin, c'était les femmes, 4 heures du matin, 5 heures du matin, elles sont les premières à se lever, aller chercher de l'eau. Voilà, elles sont au four et au moulin. Et beaucoup n'ont pas la possibilité d'aller à l'école et tout. Après, quand j'ai eu la chance d'aller à l'école, j'ai vu que, voilà, il y a des choses qui se passaient vraiment qui étaient difficiles. Donc, je me suis quand même dit, je dis, bon, moi, il faut que je fasse un métier qui allait m'amener voir les décideurs de ce monde pour leur parler des femmes, pour défendre les femmes, pour leur dire de faire quelque chose pour les femmes et les enfants. Donc, c'est ça qui m'a motivée dès le départ. Donc, je regardais dans les métiers et j'ai dit d'abord, je vais faire les études et puis je vais faire médecine. Après, j'ai dit médecine, je n'aime pas le sang, tout ça. Bon. Et j'étais là et ma mère, qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, a voulu qu'une de ses filles aille à l'école. Et ils ont choisi ma sœur pour aller à l'école. Ils l'ont fait aller à Abidjan, dans la capitale, pour qu'elle puisse aller à l'école. Mais alors que nous, on pensait qu'elle partait à l'école, mais en fait, ils l'ont pas mis à l'école. Et quand ma mère l'a su, au dernier moment, elle a dit, bon, il faut absolument qu'une de mes filles aille à l'école. Et c'est comme ça qu'un jour, moi, on est venu me chercher pour aller à l'école. Donc, voilà, j'ai été à l'école et après, je continue à chercher dans ma tête qu'est-ce que je vais faire. Donc, ensuite, je suis allée à la capitale, continuer l'école et on revenait quand même au village, les vacances, pour passer les vacances. Donc, les vacances, pour moi, c'était quoi? La journée, les travaux champêtres et le soir, il y avait une association d'étudiants qui faisaient du théâtre. Et moi, je partais assister aux répétitions. Je voyais que j'aimais beaucoup, mais il n'était pas question pour moi d'être comédienne parce que je suis pas dans une famille prédestinée à être artiste, donc c'était même pas envisageable. Sauf que le jour du spectacle, c'était une salle populaire de cinéma du village. Tout le public était là et la comédienne avait une crise de palu. Bon, donc on peut pas dire aux gens allez-y, on peut plus faire le spectacle. Et on était assis, on attendait et puis j'apprends qu'il y a ça. Et je me lève pour aller voir ceux qui font la pièce. Je dis ben s'il y a pas de comédienne, moi je peux essayer de remplacer. Ils m'ont dit non, toi tu es trop timide, ça va pas aller. Bon. Donc, je les voyais, ils se déguisaient en filles et tout. J'ai dit, bon, d'accord. Je suis retournée à ma place. Et à un moment, ils sont venus me chercher. Alors, donc, ils m'ont dit, bon, voilà, tu vas te mettre, voilà, tu fais face au public et tu parles fort. J'ai dit, OK. Ils m'ont lancé comme ça. Sauf que moi, quand je me suis retrouvée sur la scène, j'arrive aujourd'hui à le décrire. Il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai eu l'impression, j'étais assise et je voyais une autre personne en train de jouer. C'est comme un dédoublement, en fait. Je me suis sentie tellement bien.
à l'époque, j'avais quoi? 11, 10 ans. Mais j'ai compris que c'était là ma place. Donc, quand je suis retournée à la capitale, je suis allée m'inscrire dans une compagnie pour faire du théâtre et je continuais à l'école. Donc, j'avais une double vie. En fait, les gens ne savaient pas que moi, je faisais du théâtre. Ma famille, en fait. Et j'ai continué comme ça. J'ai fait des années là-bas. Le metteur en scène m'a donné une formation et je lui ai dit, bon, moi, jamais je ne vais apparaître dans la presse. Je ne serai ni dans les journaux, ni à la télé, mais je suis comédienne. Ce qui s'est passé, c'est que dans le milieu du théâtre, tout le monde me connaissait. Mais c'était hors de question pour le grand public. Et à un moment, j'étais devenue la tête d'affiche quand même de notre troupe. Le metteur en scène a dit, mais ce n'est plus possible que, voilà, on continue de cacher et tout. Donc, il a fait... Là, on était obligé de faire un spot. Et bon, là, les choses se sont enchaînées. Je passe les détails et voilà. Aujourd'hui, je suis là. Je suis à Marseille et j'ai continué à faire mon militantisme parce que chaque année, quand je faisais des films, du théâtre, je mettais de l'argent de côté pour pouvoir faire des actions. Aujourd'hui, je suis à Marseille. Je dirige une association qui s'appelle le GAMS, qui travaille sur la question des mutilations génitales féminines. Et à Marseille, où j'ai créé aussi le premier théâtre du monde noir, et où il y a un festival de cinéma et un festival de contes, et en Afrique, et le Festilag, Festival international du film des lacs et lagunes. Voilà un peu ce que je fais. Voilà. On vous avait dit qu'elles étaient inspirantes. Hein. Juste pour lancer la discussion, parce qu'après, moi, j'ai vraiment envie de vous entendre parler voilà, de vos synergies, de vos actions, de ce que vous faites. Et vous le ferez bien mieux que moi. Mais après vous avoir entendu, puis en préparant cette conférence, j'ai relevé une phrase que tu as dite, Thérèse, et qui, moi, en fait, m'évoque vos parcours à toutes les trois. Et donc, j'avais envie de la citer en exergue, peut-être pour lancer la discussion. Thérèse, tu dis « Dépassons les clivages, plongeons dans notre commun pour y trouver la lumière qui viendra éclairer un soi perdu dans les entrailles de notre individualisme. Refusons désormais de nous revêtir de ce rôle qui nous propulse sans fin vers le néant. » Et en fait, moi, je trouve qu'elle illustre mais entièrement, totalement vos engagements à toutes les trois. Chacune, vous œuvrez à une culture contributive à la cohésion sociale, à la cohésion économique, à une culture qui s'émancipe de toute folklorisation finalement pour favoriser le développement local dans les endroits où vous êtes et on sent que vous y êtes pleinement. Est-ce que c'est un peu une question bateau, mais en même temps c'est pour lancer la discussion, mais donc vous vous servez de la culture pour faire évoluer les mentalités, mais avec aussi la volonté de poser un outil économique. Et comment est-ce que vous faites pour coupler ces choses qui, dans la société dans laquelle on vit, finalement, paraissent peut-être un peu antinomiques? Gia? Voilà, tu enchaînes. D'accord. Et voilà comment on lance les camarades dans l'arène. Bon, la camarade va dans l'arène. En fait, je pense qu'il y a une chose importante à relever, c'est que parfois en Occident, on est dans la dissociation des choses. Il n'y a pas de... Je veux dire que tout est contenu dans... Quand on mène un combat, il n'y a pas d'éléments où on va dire, tiens, c'est tranché, parce que
je vais parler par exemple du développement durable. Les gens vont dire, oui, il faut faire du développement durable, il faut s'occuper, il faut que dedans il y ait du social, il faut qu'il y ait de la culture, il faut qu'il y ait, etc., etc., etc. Mais non, le monde n'est pas divisé comme ça. Il faut arrêter, c'est le côté un peu occidental de vouloir toujours diviser, comme diviser l'esprit et le corps, etc., etc. Non, parce que la culture, parler de culture, c'est aussi parler de l'ensemble. Dans l'élément culturel, on va retrouver l'ensemble, on va retrouver l'action sociale qui fait partie de l'élément culturel, parce que si on prend chacun des points, on fait du développement durable à partir de chacun des points. Donc si on est sur la culture, on va parler de cohésion économique et sociale, on va parler aussi de développement durable, on va parler de toutes ces choses-là. Parce que, en fait, c'est cette division qui a été faite en Occident des choses dont il faut sortir de ça pour repenser les choses dans un tout. On ne peut pas travailler sur un angle en se disant, ah ben non, on va attaquer que cet angle, puis bon, après le reste, on verra. Non, non. Si on veut faire du durable, parce que c'est le mot à la mode, depuis quelques années, mais si l'on veut faire du durable, il faut agir sur l'ensemble. On traite les problèmes ensemble. Et si l'on parle si on part du point de vue culturel, le point de vue culturel va nous permettre de justement parler de cohésion économique et sociale. Il va nous permettre de parler de transculturel, parce que souvent on parle de la relation à l'autre, mais on n'est pas vraiment dans la relation à l'autre, parce qu'on reste ancré sur soi. Et c'est vrai que bon, moi j'aime parfois citer Lévinas qui disait que la relation à l'autre, c'est marcher, s'ouvrir à l'autre. Il faut se décentrer de soi pour pouvoir s'ouvrir à l'autre. Et là, on va plus dans de l'interculturel autre, on est dans le transculturel. Parce que c'est ce qui est important. Il faut sortir de soi pour aller rencontrer l'autre. Et c'est tout ce que nous apporte l'entrée, c'est cette entrée culturelle qui nous permet de penser justement le développement durable, qui nous permet de travailler sur des territoires que l'on dit perdus ou autres, et où dedans on va reposer l'humain au centre, on va reposer cette nécessité de plus segmenter les identités, de pas segmenter les choses, parce que on ne peut pas aller dans le durable si l'on ne tient pas compte que tout est contenu dans l'un, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que l'entrée culturelle, c'est pour moi c'est quelque chose qui permet de parler autant de l'économique, autant du lien social que de la problématique environnementale, parce que c'est la base, c'est le fondement, et que si l'on est moi, j'aime à dire, et je vais pas faire une digression là-dessus. Moi, j'aime à dire qu'avant tout, je suis animiste. Je suis quelqu'un qui suis ancré dans la terre. Et quand on est ancré dans la terre, on est relié au monde. Donc, on ne segmente pas le monde. Et l'on sait que si l'on veut agir pertinemment pour le monde, il faut tenir compte du tout. Voilà. Donc, et avec l'élément culturel, on rentre dans cette gestion du tout. Thérèse, le débat est lancé. Hein. Je suis tellement d'accord avec toi. Je vais partager une expérience avec vous cet après-midi. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire, où il y a plus de 70 ethnies. Il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Je vous passe les détails. Et quand il s'agit de nous réconcilier, bon, les politiques, ils sont venus avec leur discours et tout, voilà. Ils pensent pouvoir réconcilier les gens et tout. Moi, en tant qu'artiste, je me suis dit, je n'ai pas d'argent, je suis pas une politicienne. Comment je peux aider mon peuple à se réconcilier? C'est avec l'outil que je connais, la culture. C'est ainsi qu'est né le Festilag, le Festival international du film des lacs et lagunes. Et dans ce Festilag, nous avons développé un programme dedans que nous avons appelé les réconciliés. Comment se réconcilier? À travers le cinéma. Je vous assure que on a eu beaucoup de résultats avec ça.
Au départ, quand on est arrivé, les gens ont dit, on a voulu se mettre nous sommes pas allés dans les salles, pour faire, non. C'est un festival pour le peuple. On va aller dans le peuple. La place où on devait aller s'installer, tout le monde a dit, non, ici, c'est pas possible parce que c'est là qu'on exterminait les gens, on tuait les gens. J'ai dit, oui, justement, c'est là qu'on tuait les gens. Maintenant, on va amener la vie là-bas. Donc, on a été sur le terrain, on a vu les femmes, les associations des femmes, les jeunes du quartier, les chefs du quartier, tout le monde. On dit, bon, on va venir faire des films ici et tout, voilà, on va essayer de se parler et tout. Ah non, nous et l'autre, ils ont tué mon frère, moi je veux pas lui parler et tout. Non, j'ai dit, bon. J'ai dit, mesdames, j'ai réuni les femmes, j'ai dit, quand il y a la guerre, qui sont les plus grands perdants? Il y avait un silence comme là. Je dis, c'est nous, les femmes. Parce que c'est nous qui perdons un enfant. C'est nous qui perdons un frère. C'est nous qui perdons un mari. Je dis, la paix va venir de nous. Pour reconstruire notre pays, ce sera nous, les femmes. Elles disent, mais qu'est-ce que nous, on peut faire? Nous sommes que des pauvres femmes et tout. On n'a pas d'argent et tout. Les politiques sont en train de... Je dis, mais non, c'est pas les politiques qui vont construire. C'est nous. Je dis, moi, je vous propose... Je suis allée simplement. Je vous propose qu'on aille regarder des films ensemble sur la place. Et que après on mange. J'ai dit, mais la nourriture qu'on va faire là-bas, c'est nous qui allons préparer. Ils ont dit, mais comment ça? J'ai dit, mais oui, on va se réunir, nous les femmes et tout, on va préparer et on va aller là-bas. Madame, chez toi, quel est le plat qu'on prépare chez toi? Ah, nous, c'est le tchèp. On fera du tchèp. Alors, chez toi, c'est quoi? Ah, le yassa. On fera du yassa. Bon. J'ai dit, mais on va le faire à tour de rôle chez chacune. Le jour où on va faire le yassa, on viendra toutes chez toi pour préparer ensemble. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, au départ, c'était compliqué. J'ai dit, bon, d'accord, on va trouver une place dans le quartier où on va toutes se réunir. On ne sera pas chez l'une ni chez l'autre. Parce qu'il faut donner le temps aux gens de construire les choses. On a fait ça un peu. Et puis, les gens ont traîné les pieds. Mais doucement, doucement, elles sont venues. Après, on a pu aller les unes chez les autres et on préparait, on envoyait sur la place. On regardait les films. Après, on mangeait ensemble, on discutait. Et petit à petit, les femmes ont commencé à se parler. On a amené les enfants. Ensuite, c'était les hommes. Et je vous assure que il y a eu des témoignages extraordinaires. Des gens qui se parlaient pas depuis des années. Des gens qui se regardaient même plus ont commencé à se côtoyer, à faire des choses ensemble. Et ça a eu plus de résultats que tout ce que les politiques, Mais, sauf que ces choses, ça se construit et ça se maintient. Il faut continuer à l'arroser comme une plante. Donc, voilà l'apport aussi de la culture sur le peuple. C'est magnifique, l'illustration par l'exemple. Dans ma trajectoire plus personnelle, j'ai créé Café Congo, qui était d'abord un site, un blog qui montrait le dynamisme artistique de la diaspora congolaise de par le monde. Et puis en 2018, j'ai créé le lieu physique, le tiers-lieu Café Congo, qui rejoignait mon parcours personnel en tant que Belge d'origine congolaise par ma grand-mère et ma mère. Et c'était une envie de créer ce rééquilibrage mémoriel, culturel aussi entre la Belgique et le Congo, et de montrer que la culture, ou en tout cas les créations artistiques pluridisciplinaires
de ces corps postcoloniaux qui sont le Congo, le Burundi et le Rwanda pour la Belgique, existaient, fleurissaient, rayonnaient, étaient vraiment géniaux. Et donc, je me suis dit, ça, c'est quelque chose qui va rester à vie, puisque j'avais un premier bloc qui avait été créé en 2010, qui s'appelait Afromédia, qui voulait une sorte de premier agenda culturel du monde noir. Et alors, le monde noir, comme je suis très gourmande, ça veut dire ça allait du Brésil, Belize, c'était partout, et j'arrivais pas à suivre. Et donc, je me suis recentrée, je me suis située, je me suis dit, en fait, je vais partir d'où je suis, c'est-à-dire Belgique-Congo, et je vais partir de toute cette ébullition, de ce bouillonnement voilà, des artistes congolais et autres, en lien avec le reste du monde. Et j'ai créé ça vraiment comme un acte militant, parce que j'ai étudié le journalisme et j'ai repris des études à 31 ans pour travailler sur la question de l'invisibilité des cultures africaines dans les médias belges francophones, avec feu Marie-Soleil Frère qui m'a escortée et coachée jusqu'en 2010. Et c'était en fait une volonté de montrer, en fait, de mettre de la valeur à ces corps postcoloniaux, je dirais, qui ont été toujours, qui sont encore malheureusement déniés. On le voit dans la mobilité internationale des citoyens congolais et artistes. Juste pour faire une petite allusion, encore à un cas récent où la valeur d'un citoyen, d'un artiste congolais en l'occurrence, voilà, ça reste très minime et cette domination culturelle continue encore aujourd'hui. Et pour moi, la volonté de ne pas être subsidié par voilà tout type de subside structurel était une manière pour moi de montrer qu'on pouvait exister et qu'on ne devait rien demander, mais qu'en même temps on pouvait affirmer ce rééquilibrage mémoriel. Et en fait, avec le Covid, j'ai dû prendre une décision, est-ce que je gardais ou pas. J'ai demandé à tous les artistes, ils ont dit oui, il faut vraiment garder Café Congo, même si c'est une charge parfois, voilà, une charge mentale, physique, financière. Et on dit on a besoin de ça, parce que c'est pour nous encore un endroit, il n'existe pas encore d'autres endroits où il y a cette flexibilité, on peut rentrer et on peut créer rapidement 24 heures sur 24. Et donc j'ai eu l'idée avec le gingembre d'ouvrir ce magasin. Donc c'est tombé dans une sorte pour moi de capitalisme en tant que militante, mais j'ai fait la paix avec, et donc d'ouvrir une société sous le nom de Ginger G pour produire de l'argent avec un comptable qui comprenait toute la dynamique de l'ASBL Café Congo, et de dire mais voilà, avec les bénéfices, peut-être que tu pourras aller plus loin pour soutenir les projets de résidence d'artistes, etc. Et donc en fait le journalisme avec cette volonté de montrer le manque de visibilité et d'apporter des solutions faisait écho avec ma première formation en gestion hôtelière et touristique et le gingembre, parce que justement j'ai souffert de 10 ans d'insuffisance cardiaque, donc je devais inventer une boisson qui n'était pas emmerdante comme les boissons, la soda pétillante, je sais pas quoi, et qui pouvait donner de la vie, du souffle à des artistes qui sont toujours un peu parfois en haut et en bas dans la magie de leur art, etc. Et qui, moi, m'aidaient à tenir les soirées culturelles et soirées un peu noctambules. Et puis j'ai été greffée dans le cœur en 2018, donc ça a été un nouveau souffle où je me suis dit en fait maintenant je suis en paix, parce que pour remercier donc ce don d'organes, j'ai dit voilà, je vais remercier, être dans mon dharma, parce que vous l'avez, le dharma, donc c'est une mission de vie qui se révèle à 15 ans ou 10-11 ans. Moi je le savais, mais après la greffe je savais que c'était non négociable, et donc du coup j'ai créé Café Congo, donc j'ai continué Café Congo comme lieu physique qui continue toujours. Et puis maintenant, après 3 ans, j'ai fait la paix et je peux développer le côté plus commercial, mais et les artistes de Café Congo arrivent du coup dans les marolles et tout se mélange. Donc de toute façon, la culture pour bousculer, élever nos imaginaires et nos âmes. En fait, du coup, tout ce que toi, tu as créé avec MG Boutique, finalement, c'est ce que Thérèse et Naki, vous m'expliquiez aussi, que vous faites avec les mafés dans les rues à Marseille. C'est que vous financez, oui, mais vous financez votre culture par aussi ce type de promotion, même si vous n'avez pas de lieu physique. Ce qu'on fait avec Thérèse, c'est que Thérèse dirige une association sur le commerce. Voilà. Et on a fait un genre de partenariat lié le commerce à la culture. Parce que nous sommes dans un quartier un peu difficile. Voilà, comment humaniser tout ça. Donc, on s'est mis ensemble pour faire des activités ensemble. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire au niveau
de Belzunce, qui est un quartier très, très chaud, très... Thérèse peut mieux parler de Belzunce, voilà, et la culture pour venir adoucir tout ça. Oui, c'est vrai que pour compléter ce que dit Naki, et parce que d'abord il faut dire que les histoires de combat se font par de grandes rencontres. Et c'est les rencontres que nous faisons qui viennent nous épauler dans ce que nous essayons de mettre en place. Et c'est vrai que la jonction avec Naki et la rencontre avec Naki a été un point important dans le combat qui est mené dans le quartier à partir de l'association des commerçants, puisque c'est une association des commerçants, la CAM Belzunce, donc qui mène un combat pour redynamiser, revitaliser un secteur qui a pendant longtemps été abandonné, qui a été totalement abandonné. Donc dans la revitalisation, c'est pas uniquement s'intéresser au commerce, c'est aussi la particularité de ce qu'on amène, c'est surtout produire un projet de société, un projet de vie qui au-delà des commerces va permettre aussi de travailler sur l'aspect développement durable, développement sociétal, travailler sur l'inclusif, parce que souvent on parle d'inclusif mais ça n'a pas trop de sens. Et là, c'est vraiment de dire comment, à partir d'un acteur économique, on va pouvoir travailler à créer le lien social, comment on va pouvoir travailler à restaurer la place de commerçants qui sont déconsidérés dans l'espace public, tout en participant à valoriser aussi l'existence, c'est-à-dire la population, et en rappelant que les commerçants font partie pour moi de la population, parce que j'ai une vision large de ce qu'est une population. Et c'est vrai que l'important pour pouvoir avancer quand on est déclassé, parce qu'il y a du déclassement social, parce que souvent on ne parle que des populations, mais les commerçants sont aussi des êtres humains derrière leur boutique. Et il y a aussi du déclassement social concernant les acteurs économiques. Et quand on est déclassé, il faut savoir se réinventer, parce que on est dans une société qui ne fait pas de cadeaux à celui qui n'a pas les moyens, à celui que l'on considère comme étant faible, à celui qui n'a pas de réseau, à celui qui est démuni, quelle que soit sa position, qu'il soit commerçant ou autre. Donc c'est vrai que tout le travail, c'est de réfléchir comment mettre en place des actions, des activités qui vont permettre justement de restaurer la place des commerçants. Et derrière les commerçants, c'était comment restaurer la place tout simplement de l'humain dans une société qui a tendance à vous déconsidérer si vous ne faites pas partie de certains champs. C'est la bataille qui est menée à travers la planète pour tous ceux qui se battent pour un autre devenir du monde, pour revenir sur un champ de valeurs. Et justement, dans ce champ de valeurs, la culture a une place importante, parce que toute notre vie est culture. Toute notre vie tourne sur la question de l'identité, sur la question de comment on veut bâtir un monde, quelles sont les logiques, parce que même quand on parle de logique, on parle de logique culturelle, parce que c'est dans quelle logique les collectivités, dans quelle logique sont les collectivités quand elles veulent travailler sur un territoire, dans quelle logique on est quand on pense le développement territorial. Et c'est vrai que c'est toute cette volonté d'inverser justement la relation qu'on a à l'autre et le regard qui est porté, qui dévalorise l'identité de la personne à partir du moment où elle n'est pas dans un axe que l'on considère qu'elle a de la valeur, parce que c'est la valeur étant bâtie sur posséder la richesse, etc. Et qu'un petit commerçant, comme quelqu'un qui n'a pas les moyens dans la vie, qui ne va pas obtenir la même considération que les autres. Donc, quand on bâtit
puisque moi je suis sur le développement durable, je suis sur du développement local. Et quand on veut travailler sur des territoires qui ont longtemps été abandonnés, on ne peut que réfléchir sur les moyens de parvenir à son autonomisation. Et comment arriver à mettre en place des actions qui vont pouvoir à un moment donné être entendues, être reconnues, parce que quand on arrive comme ça, on doit lutter quand même contre pas mal de choses et contre la déconsidération des personnes qu'il y a. Donc les moyens ne vont pas sur ces territoires-là. Et moi, j'ai toujours été pour l'autonomie, parce que en plus, on vient de pays où on sait ce que c'est être dans l'autonomie. Il ne faut pas compter sur les autres. Si l'on veut s'en sortir, il faut se retrousser les manches, trouver les moyens de s'en sortir, parce qu'il y a toujours une solution. Il faut aller chercher la solution. Il n'y a pas de problème, ça c'est très africain, on dit toujours il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Il faut aller chercher par soi-même le moyen de s'en sortir. Et c'est vrai que c'est sur cette base-là que nous avons travaillé avec l'association des commerçants de Belzins. Et c'est très particulier parce que les gens se disent « Oh là là, une association de commerçants qui est sur un champ humain ». Mais ce sont les hommes qui sont dans les structures qui font l'identité des organisations. Et il se trouve que moi, personnellement, j'ai rejoint cette association de commerçants parce que celui qui la dirige, c'est quelqu'un qui porte une grande humanité et qui a toujours œuvré pour le bien social des autres. C'est ce qui nous a rapprochés. Moi, ce que je pouvais apporter, c'était mes compétences pour pouvoir justement sortir de l'exclusion dans laquelle et le quartier de l'exclusion dans laquelle se retrouvaient ces commerçants. Et c'est vrai que l'entrée culturelle, de toute façon, est une entrée importante puisque notre société, nous sommes régis par ce que nous sommes, par l'identité culturelle, que ce soit notre identité, l'identité de la société, etc. Donc, l'entrée culturelle est quelque chose d'essentiel. Et tout le travail qui a été fait, c'était de marcher dans l'autonomie pour pouvoir se faire entendre, de ne pas dépendre de ceux qui, au départ, vous déconsidèrent, parce que quand on vous déconsidère, on vous met de côté. Donc, il ne faut pas attendre des autres. Il faut faire par soi-même. Et nous, on vient quand même de pays où l'on sait ce que c'est. On sait qu'il ne faut pas attendre, qu'il ne faut pas, et même si l'on présente parfois l'Afrique sous un autre prisme, mais c'est un pays de combattants, de gens qui savent ce que c'est se lever et se battre et de ne pas attendre que l'on vienne vous donner les choses. Et c'est le même principe qui a été appliqué à Belzins, et c'est vrai que le partenariat avec Naki et tout le combat qu'elle mène a été pour moi quelque chose d'essentiel parce que pour moi c'était une sœur de combat et qui fait que l'on se sent moins seul et où l'on a décidé finalement de s'unir pour sortir le quartier de l'état dans lequel il était et que de marcher vers la reconnaissance. Et c'est vrai que l'action culturelle, puisque l'action culturelle qui est portée par Naki est un pan important parce que si l'on parle de cohésion sociale, économique, si l'on parle de restaurer l'attractivité d'un quartier, parce que bon, là, on parle économique parce qu'il faut restaurer l'attractivité économique parce que derrière, il y a l'enjeu aussi que les commerces puissent se développer et derrière le développement des commerces, il y a l'enjeu aussi que la population puisse en profiter aussi parce que finalement, des commerces qui vont bien, c'est un quartier qui va bien, c'est des gens que l'on peut employer, ce sont des touristes qui viennent, ce sont des Marseillais qui reviennent, donc ça fait vivre le quartier. Et ça, c'est très important. Et si l'on parle d'attractivité, pour moi, le point culturel a toujours est au cœur, parce que si l'on veut ramener l'attractivité, l'entrée culturelle est un point essentiel, parce qu'il faut de l'animation, il faut des actions, et puis en même temps, l'entrée culturelle permet aussi de parler du quartier, de parler de sa valeur, de parler de son patrimoine, de restaurer sa place dans le commun. Donc c'est vrai que le lien qui a été fait avec Naki
et qui aujourd'hui, moi, m'a permis de me renforcer parce que c'est une combattante qui est arrivée. Donc, on a pu associer cette démarche, cette volonté que nous avons d'œuvrer pour sortir le territoire de l'état dans lequel il est, pour accompagner aussi les populations, renforcer aussi l'idée que on a de la valeur et que par soi-même, on a le potentiel qui va nous permettre d'aller de l'avant, parce que c'est tout le travail qui est fait aussi. C'est de dire, vous avez le potentiel, que ce soit les commerçants, que ce soit les habitants, vous avez le potentiel. Et dans ce quartier, si l'on parle de culture aussi, c'est un quartier où le potentiel humain, c'était aussi l'artisanat, c'était le savoir-faire main. Et il fallait restaurer ça pour faire reconnaître justement ce savoir-faire main. Et ça a été tout un travail qui fait qu'aujourd'hui, il y a un magnifique travail avec la Chambre des métiers, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et en même temps, à côté, on travaille sur la valorisation de la personne. Et quand on travaille sur la valorisation de la personne, on est sur la valorisation de son identité. On est sur la valorisation mais au-delà de l'identité fabriquée, hein, je parle pas de celle-là, mais celle qui nous constitue et qui est composée de multiples éléments. Et on travaille ça, on avance, et c'est vrai que c'est pour ça que le partenariat avec Naki et tout l'apport culturel qu'elle amène est très important, parce que bon, moi j'ai fait beaucoup de choses dans la culture, mais maintenant c'est l'économique, et moi j'ai un partenaire qui fait ce lien économique. Donc c'est vrai que Naki, quand elle organise la partie culturelle, je me sens sereine, parce que je peux pas tout faire, comme j'ai une partenaire aussi pour tout ce qui est environnemental. Voilà, c'est cette union, cet ensemble que nous formons qui fait que l'on peut y arriver, parce que si l'on s'appuie pas les uns sur les autres, on peut pas y arriver. Et je pense que vous le savez tous, c'est pas, je prêche à des convaincus. Mais de temps en temps, c'est bien de se le rappeler, parce que c'est bien de se dire que on n'est pas seul, que autour de nous, il y a des personnes qui sont dans le même champ, dans les mêmes valeurs. C'est ce qui a permis cette belle rencontre aussi avec Gia. C'est vrai, ça a été un moment magnifique qui fait qu'aujourd'hui nous sommes là et que nous continuons à partager. Ça a été aussi la belle rencontre aussi. Ça a commencé par le téléphone, par Internet. Mais voilà, on construit comme ça des humanités, et on reconstruit l'humanité ensemble. Voilà. Et ça, c'est un point de vue culturel aussi. Voilà, la culture est dans tout ce qu'on est et dans tout ce qu'on mène au quotidien, dans tous nos combats. C'est parce que nous sommes des êtres constitués d'une identité, d'une force qui nous a été léguée par le champ cosmique, hein, j'ai envie de le dire comme ça, qui fait que nous battons et que nous sommes là et que nous avançons malgré les difficultés, que nous construisons et que nous refusons l'assignation en disant que oui, on va utiliser nos outils pour permettre justement de s'autonomiser et de pas dépendre uniquement du politique. C'est ça qui est important. Voilà. Excusez-moi, je me suis un peu... Ah ouais, donc l'autonomie ensemble. Et du coup, en fait, moi j'ai encore plein de questions, mais j'imagine qu'il y aurait éventuellement des personnes dans le public qui auraient envie d'intervenir, de réagir, de poser des questions à Naki, à Gia, à Thérèse. Personne ? Si ? Oui, alors moi c'est un peu particulier parce que je vous ai déjà rencontré à Marseille, mais en fait j'aimerais juste vous entendre à propos de ce rêve de jumelage, ou je ne sais pas comment appeler ça, entre Marseille et Bruxelles. Qu'est-ce que vous auriez envie de voir advenir avec ça ? Voilà. Non, mais mon problème, c'est que j'ai plein de visions. Donc, par exemple, la vision, c'est que si la chaise doit se trouver là, on ne sait pas quand elle va se trouver là, mais tout va devoir se faire pour que la chaise se retrouve là-bas. Mais la vision du jumelage entre Belzins et les Marolles, je l'ai eu en conversant avec ces deux belles âmes, et je ne sais pas encore comment ça va se matérialiser. Mais déjà, le fait de se rencontrer aujourd'hui, d'échanger aussi sur des stratégies et des solutions
par rapport à la précarité de la population, par rapport à la violence aussi des jeunes qui sont tout le temps relégués à leur altérité, à l'enfermement du corps masculin. On a discuté de ça avant mon départ là, à Marseille, comment la fabrique de l'eau, la fabrique, la criminalisation des corps masculins aussi, ce qui veut dire tous les jeunes des quartiers. Et dans les Marolles, on a près de la rue des Tanneurs les querelles, les 5 tours qui créent beaucoup de tensions, d'électricité, voilà, je pense que la ville de Bruxelles avec son bourgmestre n'arrive pas vraiment à gérer, en tout cas n'ont pas la méthode humaine, donc évidemment c'est la méthode policière et violente qui crée encore plus de violence, donc tout à fait à l'opposé du cosmique, du spirituel et de l'humanité, de l'humain. Donc je n'ai pas les réponses, mais c'est vrai que on doit se revoir déjà à Marseille pour la journée du matrimoine, me dit Naki, pour conjuguer ensemble, partager des visions, parce que à plus on peut mieux. Que les gothiques, il est bien dans nos spécificités, dans nos narratifs, d'où on part, mais qu'on a absolument besoin des solidarités du collectif, sinon on s'essouffle, sinon on crée des burn-out et on risque de se diviser. Donc le jumelage, il est déjà en train de se créer, mais il est mystérieux et abstrait parce qu'il faut absolument pas qu'il soit récupéré par les institutions qui ont l'air de toujours vouloir récupérer tout ce qui est un peu sympa et magique. Mais on va se donner le temps et on va faire. Alors la pluie d'hier n'a pas permis de courir vers les Marolles, ni le taxi, ni la pluie, etc. Mais on conjugue. C'est comme un tango, hein, on ne sait pas encore, mais on va retourner à Marseille, ils vont revenir, on va se donner le temps. Il faut, voilà, Et puis j'espère aussi que vous qui êtes ici, vous allez à leur rencontre pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir Fessila, qu'est-ce qu'on fait pour être ensemble à Marseille, peut-être un MJ boutique à Marseille un jour, non? Je sais pas, on rigole, on verra. J'ai envie de dire que, avant tout, nous sommes des bâtisseurs. Donc, quand on est bâtisseur, les choses se font dans le temps. Parce qu'on est dans une société aussi qui nous presse toujours à faire vite. Donc, du coup, l'on ne construit pas. Là, nous sommes dans la phase pré-construction. Et en bâtisseuse que nous sommes, nous allons pas à pas avancer dans la construction de ce jumelage. La seule chose que nous savons et qui est déjà ancrée, c'est que nous sommes déterminés à travailler ensemble, parce que nous sommes déterminés à faire avancer la cause, c'est-à-dire les valeurs que nous avons pour la société et ce que nous avons envie de faire advenir. Et ce qui nous a unis, c'est justement ce qui nous ressemble. Donc ça, c'est déjà un jumelage, hein. Nous avons déjà jumelé. Donc là, c'est le premier des jumelages. On a jumelé nos forces, nos batailles, nos envies. Voilà. Maintenant, nous allons travailler en bâtisseuse. Nous allons construire. Et c'est vrai que, comme dit Gia, on ne va pas construire seul. On va construire avec un ensemble, avec les personnes aussi qui résident dans les territoires, c'est-à-dire aller voir, aller rencontrer, parce qu'il faut éviter de faire ce qui fait que ça ne fonctionne pas, parce que souvent on applique, il faut aller ressentir, il faut aller écouter les gens, il faut aller entendre ce dont on a besoin, parce que bien évidemment on sait qu'on partage des choses communes par rapport au territoire, mais voilà, il faut aller les vivre, il faut aller Gia a de l'avance sur nous puisqu'elle est venue voir. Maintenant à nous aussi à les rencontrer. Et nous allons prendre le temps de bâtir. Moi, c'est ma façon de travailler, parce que on ne peut pas se laisser prendre en otage par une société qui vous dit qu'il faut aller vite, il faut aller vite, il faut aller vite, parce que le politique veut des résultats. Moi, je suis hors du temps politique, je suis dans le temps de l'humain, dans le temps de l'homme. Et dans le temps de l'homme, il faut qu'on se réapproprie notre temps, parce que si on veut construire une humanité, si on veut construire quelque chose qui dure, si l'on veut parler de durable, parce que c'est le mot à la mode de faire du développement durable, mais si l'on veut construire du durable, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de la construction. Le temps de la construction, ça passe par la rencontre. Voilà. Donc, bien sûr, ça y est, c'est ancré. Nous savons, c'est inscrit dans le cosmos. Mais maintenant, on va cheminer vers ça parce que, voilà. Mais nous allons continuer à travailler en bâtisseuse. Tu souhaites rajouter quelque chose, Naki? Effectivement, Thérèse a tout dit. Comme on dit chez nous, les Européens, ils ont la montre. Nous, on a le temps. Nous avons le temps. Et comme elle le dit, nous sommes des gens
qui m'ont construit. Moi, personnellement, je ne crois pas au projet qu'on écrit sur papier et puis non. Moi, je suis dans le concret. Ce partenariat, ça va se construire ensemble. Nous sommes des femmes de terrain. Ça va se construire sur le terrain et par nous-mêmes. Ce ne sera pas des projets encore qui vont être écrits, qui sont inapplicables sur le terrain. Voilà. Donc, c'est ce que moi, je peux dire. Donc, déjà, comme on vous l'a dit, nous, on vous invite pour la journée du matrimoine. Cette journée, c'est quelque chose que les gens croyaient impossible à Belzunce parce que si vous ne connaissez pas Belzunce, c'est un endroit où vous pouvez aller dans les cafés, il n'y a aucune femme. Voilà, vous ne voyez que des hommes. Et c'est un quartier où aussi il y a beaucoup de femmes qui refusent de vivre parce que dès que tu pointes le nez, tu te fais harceler. Mais il y a quand même des femmes qui habitent là. Donc, on s'est dit, mais les femmes ne vont pas continuer à se cacher. C'est chez elles. Donc, elles ont le droit de sortir, d'aller faire leurs courses, de se mettre aux terrasses comme les hommes. Donc, nous avons fait une journée du matrimoine historique qui a réuni toutes les femmes, parce que quand je dis femmes, c'est toutes, qu'on soit noire, blanche, jaune ou rouge, on est toutes liées par quelque chose. Donc, autour de ça, nous allons nous retrouver l'année prochaine. Juste pour souligner, les journées du matrimoine, en fait, en France, c'était le week-end dernier. Fin septembre. Tandis qu'à Bruxelles, elles sont plutôt là maintenant. Voilà. C'est le 19 octobre en Belgique. Oui, le 19 octobre. C'est pendant les journées du patrimoine, du patrimoine. En fait, en France, c'est couplé aux journées du patrimoine. En Belgique, c'est scindé. Tu souhaitais ajouter quelque chose? Oui. Le 19 octobre. C'est le patrimoine? Matrimoine. En Belgique, il y a les journées du patrimoine qui ont lieu en septembre et les journées du matrimoine qui ont lieu en octobre. Tandis qu'en France, les journées du matrimoine ont lieu en même temps que les journées du patrimoine. En fait, c'était dans le cadre de la journée du patrimoine. Et moi, j'ai dit, moi, je ne peux pas faire patrimoine, je suis une femme. Il est temps qu'on pense aussi aux femmes. Donc, nous allons faire la journée du matrimoine à Belzunce. Le jour du patrimoine. Et c'est ce que nous avons fait autour de, de l'entrée, par exemple, de Joséphine Baker, où Thérèse Basse est intervenue dans la table ronde, autour de Louise Michel, parce que quand on parle des résistantes, elles étaient de toutes les couleurs, de tous les bords, voilà. Et oui, c'est vrai que ça a été pensé par Naki. Et c'est un grand moment parce que quitter la Belgique, imaginez-vous Belzunce dans un quartier où les cafés sont toujours occupés que par des hommes et où chaque fois les gens se disent mais où est la place des femmes? Où est la place des femmes? Eh ben Naki, au lieu de réfléchir où est la place des femmes, elle a dit agissons. Et on s'est retrouvés là, assis. Imaginez les cafés où il y a que des hommes habituellement. On s'est retrouvés assises là, dans un café avec plein de femmes. Ces femmes ensuite se sont levées et ont déambulé dans le quartier pour passer dans les rues, et surtout il y a une rue commerçante où on voit que des hommes qui s'arrêtent dans les snacks, qui ont d'ailleurs applaudi, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi je vais vous dire aussi en témoignage, par exemple, j'ai un de mes jeunes dont je m'occupe, qui est passé par là en scooter, et après il m'a dit « Thérèse, je vous ai vu, vous étiez assise ». J'ai dit mais oui, c'était la journée la journée du matrimoine. Il a dit oh là là, ça faisait bizarre de voir toutes ces femmes là. Et après je lui ai dit à Naki, j'ai dit voilà, tu vois, finalement c'est une grande victoire parce que ces jeunes garçons qui passaient en scooter et qui se sont dit c'était bizarre de voir toutes ces femmes assises et ils ont fait un petit temps d'arrêt. Et lui j'ai dit mais pourquoi vous n'êtes pas venus? Et il m'a dit mais non parce que on a continué, mais c'était bizarre de voir quand même toutes ces femmes là.
Et quand on est passé dans une rue commerçante où il y a des snacks et que les hommes ont vu ces femmes descendre et qu'ils ont applaudi finalement, hein, parce que c'était vraiment quelque chose de magique dans un quartier où l'on voit la plupart du temps investi par des hommes, et que il y a eu cette traversée des femmes d'abord assises dans ce café, que le cafetier est venu, il a voulu faire une photo, etc., et que le cafetier qui est à côté, qui avait dit non pour que les femmes soient présentes, a dit ah oui, mais moi je veux que l'année prochaine voilà, vous veniez vous asseoir là. Voilà, c'est cette révolution tranquille que nous a amené Naki en disant il faut agir, finalement faisons, occupons l'espace par les femmes. Donc moi, ce que j'ai envie de dire à travers justement, et ce que tu commençais à dire, Naki, à travers justement ce jumelage, ces actions communes, et ce que fait JIA à travers son organisation, c'est que l'année prochaine, à partir de JIA et de l'organisation, les femmes de Belgique viennent nous rejoindre. Et vous imaginez donc Belzunce, les femmes de Marseille et de Belzunce qui occupent les cafés, qui déambulent dans les rues. Voilà, ça c'est parmi ce qu'on peut faire. Ça se construit comme ça. Et c'est vrai que cette action-là serait magnifique. Moi, j'y suis déjà. Hein. Je suis déjà à l'année prochaine. Hein. Donc, je pense que l'année prochaine, on va toutes vous voir. Hein. Et vous allez venir nous soutenir en masse. Et Naki, qui se bat pour ça, sera la plus heureuse. Et nous aussi. Et les femmes aussi du quartier seront les plus heureuses. Donc, rendez-vous l'année prochaine. Voilà, l'invitation est lancée, du coup. Merci Thérèse, merci Naki. Ah bah, évidemment qu'on va le faire. Je crois qu'il nous reste 5 petites minutes s'il y avait encore une question parmi vous. Oui? Attends. Merci. Je ne sais pas si c'est dans le thème. Je voudrais savoir comment Naki a vécu, si je peux me permettre, le fait d'être une actrice, enfin une comédienne, et aussi une féministe et une femme africaine. Comment vous avez vécu et comment la société vous a aussi vu? Comment vous l'avez vécu? Comment vous transmettez donc votre âme révolutionnaire en quelque sorte? Comment vous transmettez aux autres femmes votre façon de vous libérer donc de cette cape patriarcale qu'il y a en Afrique, mais qui est un peu partout. Je suis italienne, donc c'est à peu près la même chose. Je ne sais pas si c'est dans le thème, hein, mais c'est très intéressant votre récit. Déjà, en tant que féministe, il y a quelque chose qui doit nous toutes nous réunir. C'est la solidarité. Moi, je dis toujours aux femmes, moi, je ne suis pas jalouse. Toutes les femmes sont mes sœurs, ce sont mes copines. Parce que le jour où nous allons refuser d'être jalouses les unes des autres, que nous allons accepter que nous sommes une, parce que nous sommes le patriarcat est nous toutes notre ennemi. Moi, j'ai eu la chance de faire le métier que je fais, qui m'a permis de parcourir le monde. Et j'ai compris que qu'on soit noir, blanche, jaune ou rouge, nous les femmes, nous avons toutes le même problème. Il y a les violences partout. Nous sommes brimés partout. On ne sera pas traités comme les autres. Donc, à nous, toujours, de nous reconnaître entre nous, de pouvoir faire les choses ensemble. Vous voyez, avec Thérèse, c'est ça. On se regarde et on s'est compris. Tout le monde dit, mais pourquoi vous arrivez à faire des grandes choses? Parce qu'il n'y a pas de jalousie entre nous, il n'y a pas de concurrence. On est toutes là pour la même cause. Et à partir du moment où on a compris ça, moi, en Afrique, les femmes, elles me sollicitent partout parce qu'elles savent que, bon, même si je n'ai pas les moyens, je vais arriver, je vais faire en sorte qu'on soit toutes ensemble, qu'on agisse
toutes ensemble pour l'intérêt de toutes les femmes. Voilà. Donc, moi, je ne pars pas avec d'argent, je n'en ai pas. Avec nos énergies et notre amour, les unes pour les autres. Parce que l'amour, c'est quand même quelque chose d'important. Quand on a ça en soi, ça peut régler beaucoup de choses. Voilà. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas autre secret. L'amour des autres. Et je veux que toutes les femmes soient bien. C'est tout. Parce que dans une nation, si la femme est bien, la nation va mieux se porter. Est-ce que je peux parce que Naki Mais plus que jamais, vas-y. Naki parle d'amour et c'est vrai que c'est ce qui mène à avancer malgré les difficultés et c'est ce qui fait d'elle une grande personne et une grande dame parce que s'il n'y a pas cette capacité à aimer, c'est très difficile de surpasser les choses. Mais en plus, j'ai envie de dire aussi, c'est que une chose, c'est que nous, femmes, nous devons nous rappeler quand même d'une chose, c'est que avant que l'on parle de patriarcat, avant que l'on parle de tout ça, dans un monde antérieur, nous étions les déesses mères, les déesses femmes. Le monde, c'était nous. La reconnaissance de ce que nous sommes, c'était nous. En fait, la société patriarcale nous a enlevé ce savoir, cette connaissance que nous avions de nous-mêmes, cette connaissance ontologique. Donc, c'est uniquement le fait de restaurer aussi dans la mémoire de chacune des femmes ce que nous étions dans les temps primordiaux. Parce que si l'on est assuré de ce que nous sommes, de ce que nous étions, nous n'avons pas de problème à naviguer dans un monde qui veut absolument nous faire croire que nous sommes des êtres inférieurs. Parce que nous savons que nous ne le sommes pas. Nous savons que nous sommes les porteuses de vie. Nous savons qu'il fut un temps où, voilà, le monde savait, l'humanité savait que la vie, c'est à travers les femmes. Nous sommes les plus fortes. Parce que nous portons en nous la vie. Nous portons en nous la force. Nous portons pas en nous la violence. La violence, elle est faite pour les hommes. Dans les schémas archétypales, il faut pas oublier que la femme représentait l'intelligence et l'homme la force. Il faut juste qu'on se souvienne qu'on est complémentaires à ce niveau-là. Et que nous, les femmes, on peut pas nous déposséder de ce que nous sommes. Le monde, sans notre part, ne pourrait pas exister. En voulant instaurer une société sédentarisée, quand la société s'est sédentarisée, s'est installé un certain système. Mais à nous de pas oublier qu'avant que les hommes rentrent dans un système de pouvoir et qui a fait qu'au fur et à mesure, on a réduit le champ de l'action commune, de la reconnaissance commune, de la reconnaissance de l'homme, parce qu'on a posé des enjeux de pouvoir sur l'humain, qu'il soit femme ou homme, on a posé des pouvoirs sur l'humain. Mais si l'on n'oublie pas ce que l'on est et d'où l'on vient, on n'a pas de problème. On peut mener tous les plus grands combats parce que quand vous voyez Naki, vous voyez bien que c'est une femme qui ne tremble pas parce qu'elle est bien ancrée. Parce qu'en plus, nous, quand même, on vient aussi d'un territoire où on sait l'attachement, l'enracinement, l'importance de l'enracinement, parce qu'on n'a pas enlevé non plus ce que nous sommes. Nous sommes d'abord des êtres rattachés à la terre, nous sommes des animistes, nous sommes des gens qui savons ce que c'est l'humain et être en lien avec les éléments de la nature et l'humain. Donc nous sommes enracinés. Donc pour toutes les femmes, toutes les jeunes filles, n'oubliez pas que vous êtes la source. Si, la vie commence par les femmes. Et il n'y a pas d'opposition avec les hommes. Il n'y a pas d'opposition. Ce sont des complémentarités. Si l'on est assuré de ce que nous sommes, si l'on est bien enraciné, on peut mener tous les combats. On n'a pas peur de mener les combats.
mais il faut demeurer enraciné. C'est ça qui est bien. Parce que les hommes ne sont pas nos ennemis. On n'est pas ennemis. Nous sommes complémentaires. La seule chose, c'est de savoir qui nous sommes. Ontologiquement. À partir de là, on peut construire. Mais évidemment, c'est pas évident. Mais moi, j'avais envie aussi de dire ça, nous femmes, souvenons-nous de ce que nous sommes à l'origine. Merci Thérèse. Donc, j'ai l'impression que cette conclusion va susciter le débat, mais je vous propose de le poursuivre éventuellement au bar, parce qu'on a atteint le temps qui nous était imparti. Merci à toutes les trois. C'était précieux tout ce que vous nous avez partagé. Et puis merci à vous toutes et à vous tous pour votre écoute. Merci.